Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo d'histoire sur les régimes totalitaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter essentiellement le premier régime dont on va parler, c'est le régime soviétique. Juste avant l'URSS, l'entrée en URSS, euh, donc, dans la période après l'entre-deux-guerres, enfin, on est entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, donc faire cette période de l'entre-deux-guerres, et même un petit peu après, puisqu'on est après la crise de 29, donc on est vraiment dans les années 30, après les années folles. Donc je vais présenter cette vidéo soit en trois parties, donc une vidéo en trois parties, ou alors une vidéo par partie, entre guillemets, sur les trois régimes totalitaires que sont le régime soviétique, on va commencer par ça. Ensuite, il y aura le fascisme et le nazisme. Donc le régime soviétique, ça commence à partir de cette base. Enfin, le régime soviétique, on va voir comment il est construit. Il est construit de la manière suivante. Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, donc ça c'est une introduction un petit peu générale, enfin, qui s'applique au régime soviétique, mais à tous les autres, c'est-à-dire que après la Première Guerre mondiale, tous les États sont tous affaiblis, mais également par la crise économique de 1929, tous les États sont affaiblis. Et dans le cadre du régime soviétique, donc il y a effectivement la Première Guerre mondiale et la crise économique, mais également elle est ravagée par la révolution bolchevique du 25 octobre 1917, qui va durer, donc qui va se transformer en fait en une vraie guerre civile interne. Donc c'est horrible, c'est une guerre civile, donc c'est des personnes du même pays, du même État qui s'affrontent. C'est ça qui est encore plus pire qu'une guerre mondiale, parce qu'une guerre mondiale, c'est différents États qui s'affrontent, mais c'est différent. Parce que là, c'est des mêmes États qui s'affrontent entre eux, et s'affrontent entre 1917 et 1921. Par conséquent, la Russie, pour pas être totalement détruite, est contrainte de quitter la guerre, et donc elle va quitter la guerre en mars 1918, donc pour la Première Guerre mondiale, par le traité de Brest-Litovsk. Euh, donc voilà. Et donc ce que je voulais dire, donc là c'était pour vous donner une introduction. Donc, quel traité, qu'est-ce qui se passe au début, comment il est mis en place. Et là en fait on va vraiment s'intéresser au régime soviétique, mais particulièrement d'un point de vue totalitariste, avec la période sous Lénine et Staline, après, après la crise de 1929, donc vers les années 1930. Et donc, pour juste introduire, juste avant l'arrivée de Staline, toujours dans cette introduction, Lénine il va construire la NPE. Donc, il va instaurer la NPE, c'est une nouvelle politique économique visant à, entre guillemets, sauver la Russie de ses conditions. Et donc, pour ce faire, il va imposer des impôts nature. Donc, c'est des impôts où les paysans, en fait, au lieu de payer des vrais impôts en économie, ils vont donner, donc, au lieu de payer avec l'argent, ils vont donner des biens de production pour nourrir les armées et la population. Et l'avantage, c'est que s'il leur en reste, l'État leur laisse, ils peuvent garder et même la vendre. Premier avantage. Deuxième avantage, les petites entreprises peuvent rester privées, donc elles ne doivent pas partager leurs bénéfices. Si elles ont des bénéfices très faibles, enfin pas très importants, dit d'une autre manière, elles n'ont pas besoin de les partager. Et donc là, vraiment, on monte dans la partie qui s'intéresse le plus, la partie historique. Euh, donc voilà, donc la partie historique, où là, on est vraiment avec le régime totalitaire, où l'URSS, donc là, on parle vraiment de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui est créée le 30 décembre 1922. Et ensuite, 2 ans après, Lénine meurt et laisse au pouvoir Trotsky. Donc, le témoignage a été laissé, d'après plusieurs sources même, donc un testament, dans son testament, sur une serviette en papier, lors d'un repas. Donc il laisse Trotsky au pouvoir. Cependant, Staline, lui, il voudrait vraiment arriver au pouvoir. Et c'est ce qu'il va chercher à faire entre 1924 et 1929. Il va même y arriver avant, parce qu'il est clairement dit qu'en 1928, Staline est bien au pouvoir et le seul pouvoir. Le seul, en soi, c'est les chefs. Il n'a pas 36 000 chefs ou 2 chefs, pas quoi, c'est lui, c'est un seul. Et donc le stalinisme, c'est quoi? C'est le régime politique totalitaire dirigé par Staline qui concentre tous les pouvoirs. Donc c'est totalitaire, c'est pour ça qu'il y a tous les pouvoirs qui sont concentrés par Staline, et stalinisme, Staline, hein, et un chef, donc Staline. Et donc pour ce faire, donc juste pour introduire comment il arrive au pouvoir, en fait il va être très stratégique, c'est-à-dire que il va déjà faire semblant, faire en sorte de se faire passer un peu pour l'héritier légitime de Lénine, premièrement, et pour ce faire, il va dire un petit peu, qu'il va faire comprendre que le travail, euh, le travail qu'a fait Trotsky est remarquable, mais qu'il y a certains points qui ne vont pas, ou qu'il manque des choses, et il le dit d'une manière à quoi lui, il peut arranger, il peut arranger cela.
Donc c'est comme ça qu'il va arriver au pouvoir en fait, tout simplement, donc, de manière très stratégique. Et donc il va émettre quelques réformes. Et oui, donc pour le côté un peu culturel, entre guillemets, avec, si vous avez la référence cinématographique, c'est pour ça. Pour vous donner une idée un peu de comment il va arriver au pouvoir, c'est un peu comme dans La Grande Vadrouille avec le Funès, quand avec son orchestre, qui dit à la fin de. Quand ils ont joué une première partie, quand le Funès il dit c'est très bien, vous, voilà. Et en fait, il commence à dire vous là-bas c'était bien, bon, vous là-bas c'était pas trop bien, alors vous c'était pas bien du tout. Et à la fin, il dit c'était pas mauvais, tout ça, c'était très mauvais, c'est la bouillie, voilà. Et bien là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'au début, il va faire comprendre que Trotsky a fait un excellent travail, c'est super, mais après, il va dire ah, mais ça va pas, ça va pas, et il manque ça, donc moi, je peux faire mieux. C'est ça qu'il va dire, donc c'est comme ça qu'il va arriver au pouvoir, pour vous donner une idée. Et donc la réforme de Staline va être suivante, donc il y a trois grandes réformes. L'industrialisation, donc autrement dit la modernisation, le fait de se moderniser, donc ça va être repris par le fascisme et le nazisme, donc c'est tous les trois en image, en photocopie, entre guillemets, où il va s'industrialiser, donc c'est des progrès techniques, être moderne. Ensuite, deux autres idées, donc les définitions. Planification et collectivisation, donc c'est des réformes instaurées par Staline. Donc la planification, c'est l'organisation de l'économie selon le plan qui fixe les objectifs de production. Donc c'est une manière d'organiser l'économie, hein, c'est un plan de planification qui fixe les objectifs de production. Donc production technologique, production agricole, pour pouvoir nourrir et restaurer l'URSS. Collectivisation, c'est, on va dire, ça se lie à la planification au niveau des membres, du personnel. C'est-à-dire c'est un regroupement forcé de fonctions agricoles et de la main-d'œuvre. Donc, autrement dit, ça se traduit par regroupement des agricoles, des agriculteurs, des agriculteurs et des ouvriers. Et donc, tout son plan va être organisé entre 1928 et 1941 en trois plans quinquennaux, enfin approximativement, parce que le premier c'est 4 ans, 1900, donc c'est quadriennal, 1928 à 1932. Le vrai plan quinquennal c'est le deuxième, 1932 à 1938. C'est 1933, c'est 33 à 38, une erreur. Et le dernier c'est repris en 38, toujours la même année, mais jusqu'à 41, donc pareil, c'est pas quinquennal, parce que c'est stoppé vers 41, il me semble que c'est en 41, où il y a l'opération Barbarossa, donc c'est l'invasion par les nazis, donc par l'Allemagne nazie, les Allemands, par Hitler, en URSS. Ensuite, haute définition, c'est lié à la collectivisation, c'est la découlakisation. Découlakisation, c'est Staline veut supprimer la classe des koulaks. Donc les koulaks, c'est quoi? J'ai mis une bisein-d'aline de la définition, j'ai défini dans une définition ce qu'étaient les koulaks, c'est les paysans riches et indépendants opposés à la collectivisation. Donc j'ai juste mis des petites évaluations pour aller plus vite. Ça fait aussi une méthode. Donc là, le degré, c'est pour ION, collectivisation, et OPP, ou OP, c'est opposé. Et donc, c'est-à-dire que c'est tous les paysans qui sont riches, donc qui ont beaucoup de production agricole, ils en ont en abondance, qui peuvent bien se nourrir, et même la revendre, c'est pour ça qu'ils sont riches, surtout à cette période. Parce que c'est vrai qu'en soi, d'un point de vue contemporain, on pourrait critiquer les agriculteurs, on pourrait dire, ah, bah, ils s'occupent de produire. Enfin, d'un point de vue contemporain, à cette époque, on nous dit, c'est juste des gens qui travaillent la terre, il n'y a rien de remarquable. Mais en fait, ils avaient beaucoup de chance à cette époque, parce que ceux qui travaillent dans les grandes entreprises, bah, à l'époque, quand il y a la guerre, il y a la guerre, enfin, il n'y a plus rien qui fonctionne. Voilà. Mais ces agriculteurs, ceux qui ont surproduit, bah, eux, ils ont toute la production. Et sachant qu'à l'époque, quand tout était fermé, quand il n'y avait plus rien, et ben, en fait, les gens mouraient de faim, il y avait beaucoup de meurtres, etc. Oui, c'est qu'à le dire, hein, par la violence, il y avait des meurtres, mais surtout, voilà, les gens mouraient de faim, les conditions étaient très difficiles. Donc, les agriculteurs, eux, qui avaient beaucoup de production, ils pouvaient la vendre, donc se faire plein d'argent, et en plus, ils pouvaient se nourrir eux-mêmes, surtout d'un point de vue vital, ils pouvaient se nourrir eux-mêmes. C'est pour ça que je dis, ils pouvaient se nourrir eux-mêmes, c'est hyper important. Donc voilà, et du coup, ceux qui sont riches, donc qui ont surproduit, qui ont beaucoup d'argent, qui ont bien vendu, etc., et qui sont indépendants, donc qui s'autosuffisent, quoi, qui sont entre guillemets orgueilleux, enfin, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, ils s'autosuffisent, pour cette époque, ils sont autoproductifs, et bah, ils veulent les supprimer par ce principe de découlakisation. Donc, koulakisation, on va dire, c'est ce principe, et découlakiser, c'est supprimer, entre guillemets, le préfixe dé. Donc voilà, et pour mettre cette dictature en place, donc ça c'est pour une autre sous-partie un petit peu. Je vais baisser le tableau. Voilà, donc pour mettre la dictature en place, donc ça va être pour toutes les dictatures, on va en trouver de la même manière, c'est-à-dire la censure, la propagande, le culte du chef, autrement dit le culte de la personnalité, etc. Donc c'est-à-dire que propagande, faire passer des fausses informations, le culte de la personnalité, en disant, faire passer des affiches comme quoi Staline est un homme remarquable, c'est un grand chef, etc., etc. Donc ça c'est le culte de la personnalité. Oui, j'ai une petite faute, donc c'est culte.
Ensuite, nous arrivons avec les grands procès. Donc, c'est pareil, petite erreur. Donc, comme j'ai expliqué, c'est 1936-38. Donc, les grands procès, c'est 1936-38. Culte de la personnalité. Voilà. Ensuite, on en arrive au grand procès. Donc, ça, c'est toujours dans le régime soviétique. En fait, soit on pourrait faire tout d'un bloc, c'est-à-dire période chronologique avec tous les régimes en même temps, ou alors, et ce qui est plus logique, de diviser régime par régime. Donc là, régime URSS, régime soviétique. Ensuite, on va étudier le régime fasciste, et ensuite le régime nazi. Excusez-moi. Et donc les grands procès de 1936 à 38, c'est des grands procès où Staline va dénigrer, va essayer de supprimer des opposants politiques. C'est vraiment des grands procès pour toucher fortement les opposants politiques, enfin en fait, désolé de l'expression, mais les dégager, quoi, les supprimer. Même au-delà de les dégager, c'est vraiment les supprimer, les tuer, quoi, ils n'existent plus. Donc c'est assez horrible et très violent. Et c'est là où il va y avoir des persécutions, des exécutions, etc. Et ensuite, dernière mesure pour parler du régime soviétique, c'est le goulag. Le goulag, c'est quoi? C'est un système concentrationnaire soviétique, donc autrement dit comme concentration de la Russie, donc soviétique, caractérisé par deux points. Le travail forcé, c'est-à-dire on nous force à construire des ponts, des voies ferrées essentiellement à l'époque, sachant que les difficultés, c'est qu'il fait très froid et ça mène souvent à la mort. Parce qu'on ne sait pas, on décide à quelle heure on veut travailler. Voilà. On est obligé de travailler, que ce soit le jour, la nuit, peu importe l'horaire, qu'il soit 2h du matin, qu'il soit 3h du matin, qu'il soit 8h du soir, 22h, minuit. Travail, si on doit travailler, c'est même pas une question, on est obligé jusqu'à en mourir, on nous laisse mourir. Même si on n'en peut plus, même s'il fait froid, on est crevé, on est fatigué, on n'a plus de force physique, morale, jusqu'à nous achever, jusqu'à que ça nous tue, on travaille. Donc c'est pour ça que c'est vraiment horrible, c'est horrible. Voilà. Donc voilà pour le régime soviétique avec cette première partie. La prochaine partie sera le fascisme et ensuite le nazisme. Voilà, je vous remercie et la vidéo s'achève pour cette partie. On continuera plus tard. Merci.